pays en carburant devrait s'améliorer dans les jours à venir grâce aux efforts des autorités. Des efforts salués par le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes qui s'est réuni ce matin à la primature sous la présidence du chef du gouvernement. L'approvisionnement du pays en produits de première nécessité était aussi à l'ordre du jour. Face à cette crise de carburant que traverse le pays, les Maliens démontrent leur résilience et gardent espoir en l'avenir du pays avec les efforts des autorités de la transition. Notre équipe, conduite par Tamsir Diabaté, s'est rendue dans plusieurs stations-service pour donner la parole aux citoyens. La santé publique au service du développement durable en Afrique, c'est le thème du 2e congrès de la Société malienne de santé publique dont les travaux se sont ouverts ce matin. Il ressort que le Mali fait figure d'école avec des avancées enregistrées en matière de santé publique, notamment l'accès aux soins essentiels. Dans la chronique judiciaire avec Garibou Pérou, nous parlerons ce soir des atteintes aux biens publics. La section 5 du Code pénal du Mali sanctionne pourtant sévèrement ces crimes. Qui sont les auteurs de ces délits? Quels biens sont concernés? Les éclairages en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Parlons tout d'abord de la célébration de la journée mondiale de la canne blanche. L'Union malienne des aveugles, UMAV, à travers son président Adi Bari, a remis ce matin une canne blanche au Premier ministre général de division Abdoulaye Maïga. L'UMAV veut mettre ainsi le chef du gouvernement à contribution pour la sensibilisation au respect de la canne blanche dans la circulation routière. Le Premier ministre a promis d'accompagner l'Union malienne des aveugles dans cette mission. Reportage Mamari Koni et Ali Outouri. Outil indispensable à l'autonomie, à la mobilité et à la sécurité des personnes handicapées visuelles, la canne blanche permet d'attirer l'attention des usagers de la circulation routière sur la présence d'une personne qui a un déficit visuel. La célébration de la journée de la canne blanche le 15 octobre s'inscrit dans le cadre des activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Cette journée est mise à profit par le président de l'Union malienne des aveugles pour remettre symboliquement une canne blanche à une personnalité ou à une structure qui s'est fait distinguer dans la défense des intérêts des personnes handicapées en général et ceux des non-voyants en particulier. Cette année, le Premier ministre régional de division Abdoulaye Maïga s'est vu décerner la canne blanche. Une attestation de reconnaissance pour les efforts consentis en faveur des personnes handicapées et une copie de la Convention des droits des handicapés pour vulgarisation. Selon le président de l'UMAV, entre 2020 et 2025, on note 50 cas d'accidents de circulation à cause du non-respect de la canne blanche. Nous avons bien voulu remettre cette canne blanche au Premier ministre pour magnifier les efforts de toutes les autorités à l'endroit non seulement des couches défavorisées mais surtout des personnes vivant avec handicap visuel. Nous attendons de lui son engagement afin de nous aider dans la sensibilisation du respect de la canne blanche. Nous attendons de lui son implication pour une large scolarisation des enfants handicapés. Nous attendons de lui son implication pour l'organisation du festival Handi Festival. Nous attendons de lui pour la sécurisation de notre cours. Nous attendons de lui la mise en place du comité de suivi des droits des personnes handicapées et d'une politique nationale d'éducation inclusive. Au nom du président de la transition, le Premier ministre a salué cette initiative de l'UMAV. Il a assuré que les doléances formulées par l'Union sont en cours de traitement. Le chef du gouvernement a exprimé son soutien et ajouté que le gouvernement entend accompagner l'UMAV dans le cadre de la sensibilisation autour de la canne blanche. Nous restons avec le Premier ministre qui a présidé aujourd'hui la réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. À l'ordre du jour de cette réunion, le suivi de la mise en œuvre du plan d'action stratégique pour l'approvisionnement du pays en produits de première nécessité et en carburant. Le comité a salué les efforts consentis par le gouvernement pour assurer l'approvisionnement des populations en carburant, un approvisionnement qui devrait s'améliorer dans tout prochains jours. Reportage Mamari Koni et Ali Outouri. De l'exposé du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, il ressort que plusieurs rencontres d'information se sont tenues en vue d'assurer l'approvisionnement du pays en produits de première nécessité, notamment en carburant. À la lumière de l'intervention des membres du gouvernement et d'autres responsables, la volonté du gouvernement est de tout mettre en œuvre pour soulager les populations face aux difficultés d'approvisionnement en carburant surtout. Du suivi du plan d'action, le retient que les 5 axes sont en train d'être mis en œuvre. Il s'agit notamment de la coordination et de la concertation, la sécurisation des convois et des travaux critiques, l'approvisionnement et la distribution avec bientôt la construction d'espaces de stockage, l'accompagnement des opérateurs économiques et les échanges avec les pays de transit
transit de nos produits. L'analyse des difficultés fait ressortir la rétention des stocks de carburant ainsi que l'existence de circuits parallèles de distribution. Pour faire face à toutes ces difficultés, certaines recommandations ont été faites par le comité. Il s'agit notamment de réfléchir à la possibilité d'ouvrir les stations d'essence 24 heures sur 24 par un arrêté interministériel. Mettre en place un dispositif de convoyage des citernes à Bamako par les forces de sécurité. La mise en place d'un système de balisage des camions citernes et enfin le démantèlement des réseaux de distribution parallèles. Et comme vous le savez, depuis un certain temps, les Maliens font face à des difficultés d'approvisionnement en carburant, une situation qui s'explique en partie par le mauvais comportement de certains citoyens, une situation qui avait été pourtant prédite par le président de la transition lors d'un de ses déplacements à Moscou en Russie. Le chef de l'État appelait ses compatriotes à faire face à d'éventuelles crises car il s'agit de bâtir un Mali souverain. Face donc à la pénurie de carburant, les citoyens démontrent leur résilience et gardent espoir en l'avenir du Mali avec les efforts des autorités de la transition. Notre équipe, conduite par Tamsir Diabaté, s'est rendue dans plusieurs stations-service pour donner la parole à ses citoyens. Si le pays traverse un moment difficile, on doit être là pour le pays. On n'a pas d'autre patrie si ce n'est pas ce pays-là. Et on reste derrière la patrie jusqu'à ce qu'il y ait une accalmie, quelle que soit la situation. C'est une question de nation, ce n'est pas une question de personne, ce n'est pas une question. Au bout de l'effort, il y a toujours le réconfort. C'est une étape que nous devons accepter et que nous devons franchir. C'est notre pays, quoi qu'il arrive, nous ne devons pas relâcher. Face aux défis du moment, la résilience est devenue plus qu'un baume. Elle est un état d'esprit, une stratégie et un choix collectif. Celui de soutenir les autorités de la transition dans cette période difficile que traverse le pays. En cause, la rareté du carburant au niveau des stations de vente. Une situation bien prévisible à cause des actions de sabotage des terroristes, des bandits armés et leurs sponsors. Le chef de la transition n'a-t-il pas prédit? Jamana ɲɛmɔgɔ ye o de fɔ an ɲɛna k'a sɔrɔ bɛ a ma don kɛlɛ kɔnɔna na a y'a yira maliyɛn bɛɛ lajɛlen na ko yɛrɛ ta sɛgɛn mɔdɛli bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna na ɲani bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna na ko bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna na an k'an pɛrɛn k'a bɛɛ lajɛlen makɔnɔ nɔgɔya fara gɛlɛya kan bon vraiment a bɛ kuma in fɔ don min na a diyara maliyɛn bɛɛ lajɛlen an bɛɛ lajɛlen nisɔndiyara an ye tɛgɛrɛ fɔ gɛlɛya kɔni an sigilen bɛ ka gɛlɛya makɔnɔ min tɛ nin si ye an l'an bɛɛ de bɛ ka gɛlɛya fana bɛɛ lajɛlen kun halisa min tɛ nin si ye. Président mun b'an kunna nin transition président a ye nin kuma kelen de fɔ k'a ko bɛ se ka nɔgɔya a ko bɛ se ka gɛlɛya a ko bɛ gɛlɛya wagati min na o de ye nin ye bon a nɔgɔyalen de fana bɛ ka na. Ni kɛlɛ ye jeunesse ka kɛlɛ don mais kɛlɛ mun don a fanba ye mental de hakili kɛlɛ don an bɛ kɛlɛ min na fana n y'a fɔ san kelen kɛlɛ tɛ san fila kɛlɛ san saba kɛlɛ tɛ kɛlɛ mun don dɔw bɛ décourager ça c'est sûr parce que c'est intense ça use. Ça tape, ça démoralise, mais il faut continuer. Tout ne peut pas être rose. Il va toujours y avoir des moments difficiles. Mais comme on dit, il faut toujours changer, il faut toujours transformer les difficultés en opportunités. Voilà. C'est comme quand vous êtes dans un avion. Un moment arrive, le commandant de bord dit attachez les ceintures. Bientôt nous allons rentrer dans une zone de turbulence. N'est-ce pas? Vous attachez, puis ça secoue un peu. Souvent les gens ont peur. Après, on vient à la normale, et puis ça recommence encore jusqu'à destination. Donc la vie est faite ainsi. Il va toujours avoir des moments de trouble, des moments d'incertitude, des moments d'angoisse, des moments de peur. Ça fait partie. C'est ça qui fait même la beauté. Rester déterminé à jamais. Et quand le pays tangue, le soutien devient impératif. Et le peuple mali est debout comme un seul homme pour faire face à l'adversité. Il s'agit de cette guerre insidieuse, complexe, multiforme, celle du terrorisme. Et chaque épreuve s'annonce comme un défi pour le peuple malien. La preuve, c'est bien le sursaut patriotique d'un peuple résolu de mourir pour la mère patrie. Ni kɔni ni faso kanu b'i la kɔni nin kan ka k'an bɛɛ jɔrɔna ko ye nin kan ka k'an bɛɛ
cɛsiri wagati ye sisan an bɛ dugawu de kɛ vraiment ni koɲɛ bɛ yɔrɔ min na an bɛ dugawu kɛ ala k'a nɔgɔya hali ni ne ka moto essence k'a dɛsɛra ka bɔ ni so n bɛ n tɔgɔma n ka bere la ka n débrouiller n mana se n ka baarakɛyɔrɔ la wagati min na n bɛ baara kɛ parce que faso in kanu bɛ n na taga yɔrɔ wɛrɛ foyi tɛ n na fɛn wɛrɛ foyi tɛ n bolo ne ni jamana in tɛ i ko k'i b'a fɔ k'a k'i yɛrɛ ko k'i yɛrɛ ta diyagoya o sɛgɛn nin an bɛ ka ɲɛbɔ jamana fɛn fɛn fɛ an bɛ ka bɔ ka taa wari ɲini na jamana fɛn fɛn kɛ a bɛɛ ye nin souffrance kelen in de kɛ a bɛɛ ye nin sɛgɛnba kelen in de kɛ sɛgɛn kɔ de ye hɛrɛ ye. mais bon ne kɔni bɛ min lase maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma o de ye halisa bɛɛ kɔni k'a dɔn cɛ bɔ dan o ye yɛrɛ bɔ ye quoi mɔgɔ tɛgɛ fosi ye i yɛrɛ kɔ jamana mana taga cogo o cogo anw de don an ka ɲɔgɔn minɛ o ye diyagoya ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ o ye diyagoya ye gɛlɛya fara nɔgɔya kan. Dans cette longue file indienne, la priorité est donnée aux forces de défense et de sécurité. Car pour ces citoyens, si l'armée tient le fusil, seul le peuple qui tient le front intérieur. O ni kelen la bɛ sɔrɔsiw de bolo dɔw b'a kɛ cogo min na u b'a essence dɔw bɛ n'a ta bitɔn na ka taa di banbagaciw ma jihadisiw ma k'a feere 1000 tɔ ka ni tɔla ka pour ka gɛlɛya bi faso kan pour que la transition tɔgɔ tiɲɛ an tɛna sɔn o ma essence a bɛ sɔrɔ n'a ma sɔrɔ a bɛ jɔ an bɛ tagama sen na ka taa n ka baara yɔrɔ a banna a tɛ ka bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya bɛ yen o gɛlɛya bɛ yen nɔgɔya bɛ yen wa ni gɛlɛya nana a y'a supporté ni ala sɔnna a ma tagalen ɲɛfɛ nɔgɔya bɛ yen ni ko an ka k'an yɛrɛ fɔ Malgré tout, le peuple malien résiste, non pas par résignation, mais par détermination. Et il le prouve à chaque épreuve pour dire que la résilience, ce n'est pas seulement tenir, c'est de s'adapter pour survivre et surtout pour vaincre, oui, une réponse humaine d'une nation debout envers et contre tout. an tɛ taa yɔrɔ la na ala sɔnna ni foyi man sɔrɔ an bɛ a kɛra cogo cogo an bɛ to an ka jamana na a bɛ ɲɛnabɔ ni ala sɔnna inshallah an bɛ difficulté min na ala k'a bɔ an ye ala ka a falen ni hɛrɛ gɛlɛya kɔfɛ ɲuman de bɛ na inshallah. Munna gɛlɛya bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ gɛlɛya b'i sɔrɔ i ka du kɔnɔ a bɛ sɔrɔ i ka jamana kɔnɔ bon vraiment ne kɔni bɛ mun fɔ maliyɛnw ye u k'a dɔn nin y'an bɛɛ kungo de c'est an ka ɲɔgɔn lamɛn an ka ko ɲu ɲɔgɔn kɔrɔ. Pour ce peuple debout et résilient, le Mali devra encore surmonter des fragilités internes, regarder dans la même direction et apprendre de nos erreurs pour bâtir une paix durable. Force est de reconnaître que si le Mali incarne aujourd'hui l'image d'une nation en pleine reconquête de sa souveraineté, le mérite revient à la résilience conjuguée de son peuple. Un front civil que le Mali pose comme riposte. En somme, une arme redoutable. Tous les pays peuvent traverser des moments difficiles, mais en tant que citoyen d'un pays, on doit être derrière le pays, quelle que soit la situation que le pays traverse. Tu vois, donc être derrière son pays dans les moments difficiles, c'est ce qui dénote le patriotisme d'un citoyen. Bref, le Mali montre que la résilience, bien plus qu'un mot, peut devenir une stratégie nationale, que chaque acte est une forme de résistance. Et sur ce front-là, l'histoire pourrait bien dire un jour que le Mali n'a jamais cédé. Reportage signé Tamsir Diabati. Mois de la solidarité de la lutte contre l'exclusion. Le président de la Cour constitutionnelle était ce matin à Nafadji chez le doyen d'âge de la commune 1 du district de Bamako. Ousmane Touré, âgé aujourd'hui de 106 ans, a reçu des cadeaux des mains du président de la Cour constitutionnelle. Reportage Youssouf Diakité et Omar Katraouri. Le président de la Cour constitutionnelle, en se rendant chez Ousmane Touré, âgé de 106 ans aujourd'hui, apporte la solidarité du président de la transition au doyen d'âge de la commune 1 du district de Bamako. Toute une symbolique pour la République. La symbolique de cette visite, d'abord c'est la perpétuation d'une politique sociale qui a été jugée pertinente depuis les initiateurs et tous les présidents successifs ont tenu à consacrer le mois d'octobre comme un mois de solidarité
un mois de sagesse, un mois de pensée aux plus anciens. Je crois que c'est ce qui fait que cette politique elle est pertinente. Donc au nom du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, nous sommes venus pour rendre visite au doyen d'âge de la commune 1. Et symboliquement, il s'appelle Ousmane Touré. Symboliquement, moi-même, je m'appelle Amadou Ousmane Touré. Donc c'est une chance particulière pour moi de venir honorer cette personne, ainsi que toute sa famille. L'occasion était bonne pour le doyen d'âge de faire des bénédictions pour le pays. Les autorités communales, coutumières, administratives ont tour à tour salué tous les efforts consentis par les autorités de la transition pour la matérialisation des différents piliers de la solidarité au bonheur du peuple malien. Main dans la main pour des aliments et un avenir meilleur. C'est le thème de la Journée mondiale de l'alimentation édition 2025. L'événement célébré le 16 octobre de chaque année est saisi par le gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture pour rappeler les défis cruciaux des systèmes agroalimentaires, parmi lesquels les conflits et les effets des changements climatiques. La célébration de la Journée mondiale de l'alimentation coïncide également avec les 80 ans de la création de la FAO, dont 40 ans de présence au Mali. Mohamed Kayantao. La Journée mondiale de l'alimentation est célébrée le 16 octobre de chaque année. L'édition 2025 se tient au moment où 8% de la population mondiale souffre de faim. Cette journée ne passe pas inaperçue au Mali, qui s'est engagé à promouvoir une alimentation sécurisée, surtout avec la présence de la FAO à ses côtés depuis 46 ans. Que de défis à relever. Le thème de la campagne de sensibilisation cette année intitulée « Main dans la main pour des aliments et un avenir meilleur » reflète l'urgence et la promesse d'une action collective. Les systèmes agroalimentaires sont confrontés à certains défis, notamment les conflits, les effets des phénomènes météorologiques et climatiques extrêmes, les chocs économiques et l'accroissement des inégalités exerçant une pression croissante sur les terres que nous cultivons, l'eau dont nous dépendons et enfin la biodiversité nécessaire à la vie. La Journée mondiale de l'alimentation coïncide avec les 80 ans de la création de la FAO, une organisation des Nations Unies qui œuvre pour la sécurité alimentaire à l'échelle mondiale. Aux côtés du gouvernement du Mali et de ses partenaires, la FAO renforce la résilience des populations en agissant avant les crises, en soutenant la relance agricole et pastorale, en appuyant les jeunes et les femmes dans leurs initiatives et en promouvant des solutions numériques et climatiques pour moderniser la production. Ces initiatives s'inspirent des 4 améliorations promues par la FAO. Améliorer la production pour produire plus et mieux avec des pratiques durables, améliorer la nutrition pour garantir une alimentation saine à tous, améliorer l'environnement pour préserver les ressources naturelles, améliorer les conditions de vie pour offrir dignité et espoir aux communautés rurales. Ces 4 améliorations contribuent à rendre les systèmes agroalimentaires plus résilients, plus inclusifs et plus respectueux de l'environnement. Occasion pour le ministre de l'Agriculture d'évoquer la situation alimentaire au Mali et les multiples efforts du gouvernement dans la lutte contre la faim. Au Mali, les systèmes alimentaires sont caractérisés par une insécurité alimentaire chronique et une forte malnutrition, exacerbée par des chocs climatiques et des crises sécuritaires. Grâce aux efforts de notre gouvernement et l'engagement des partenaires techniques et financiers, on note une baisse de la proportion des personnes touchées par l'insécurité alimentaire. Ces efforts contribuent à garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle à l'échelle du pays et bâtir une société résiliente gérant rationnellement les ressources agro-silvopastorales pour le bien des générations actuelles et futures. Le premier responsable du département de l'agriculture et le chef de bureau de la FAO au Mali appelle à la mutualisation des moyens, ce qui devra permettre de transformer les systèmes agroalimentaires mondiaux afin d'avoir accès à une alimentation saine et équilibrée à travers le monde.
Le Mali, à l'instar des autres pays du monde, célèbre demain, 15 octobre, la journée internationale des femmes rurales couplée à la journée internationale de l'alimentation. À cette occasion, le ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille a fait une déclaration dans laquelle elle met l'accent sur les enjeux de la journée et les grands défis liés à l'autonomisation des femmes rurales. Pour plus de précision, écoutons Diara Djeneba Sanogo, ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Elle est au micro de Sokona Kamisoko. Au Mali, le thème national pour célébrer la journée internationale des femmes rurales que nous avons choisi est clair et ambitieux. Investir dans l'agroécologie féminine pour la résilience des femmes rurales au changement climatique. Cette célébration conjointe est une volonté manifeste des plus hautes autorités de témoigner leur engagement envers le monde rural en général et les femmes rurales en particulier. Elle se veut également une prise de conscience de toutes les parties prenantes pour non seulement renforcer le cadre légal, combattre les normes socio-culturelles restrictives et les inégalités de genre, mais aussi pour permettre aux femmes rurales d'avoir les moyens de décider, d'agir et de transformer leur environnement à travers l'accès à l'éducation, à la formation, à la terre, aux droits fonciers, aux intrants écologiques, aux technologies agricoles adaptées, aux ressources économiques, aux marchés et aux espaces de gouvernance. Les principaux objectifs de cette célébration visent à valoriser les efforts, les initiatives et les solutions agroécologiques portées par les femmes rurales pour faire face aux effets du changement climatique, d'encourager les investissements publics, privés et communautaires en faveur de l'agroécologie féminine et de contribuer à sensibiliser le grand public, les partenaires techniques et financiers et le gouvernement autour de la thématique. L'agriculture féminine est un pilier de notre économie. Elle contribue à plus de 38% du PIB et emploie près de 70% de la population active, dont la majorité sont des femmes, selon les données au niveau de l'INSAT 2024 à la FAO 2023. Ces chiffres montrent l'importance stratégique des femmes rurales, mais ils montrent aussi combien leur rôle mérite d'être davantage visible dans les décisions qui les concernent. Investir dans l'agroécologie féminine est une nécessité nationale pour renforcer la sécurité alimentaire, créer des emplois verts, protéger la biodiversité et consolider la résilience climatique de nos territoires. Et en prélude à cette journée, le ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, en collaboration avec la Fédération nationale des associations des femmes rurales du Mali, FENAFER, a organisé une conférence de sensibilisation sur l'agroécologie à Ouenzindougou, dans la commune du Mandé. L'objectif visé est d'amener les femmes rurales de Samanko et les responsables décideurs des différentes zones d'aménagement hydro-agricole à prendre des dispositions pour la bonne pratique de l'agroécologie afin de diminuer les effets néfastes du changement climatique. La cérémonie a réuni les femmes venues de toutes les régions du Mali. Reportage Inaba et Sambou Diakité. Les femmes rurales jouent un rôle crucial dans la sécurité alimentaire et la lutte contre la pauvreté. Elles participent activement au développement de notre pays. Malgré ce rôle important, elles sont confrontées à des difficultés qui changent la donne. L'accès limité à la terre et au crédit. Toutefois, cette couche a su contourner ces difficultés par des initiatives novatrices, telles que l'agroécologie. Cet espace d'échange a été une occasion d'interpeller les autorités à propos des 15% des terres aménagées. Nous remercions la SONOP d'avoir formé plus de 100 femmes de la FENAFER l'année dernière pour aller vers l'agroécologie, pour que la population soit en bonne santé et pour que nos terres aussi soient de bonne qualité aussi. Nous demandons aux décideurs aussi de faire un suivi sur ces problèmes-là pour que les femmes et les jeunes puissent avoir accès à la terre. Donc le rôle que nous jouons
dans la société, je crois qu'ils doivent prendre ça en compte. Près d'une cinquantaine de représentantes des femmes rurales ont pris part à la rencontre. L'objectif est d'amener celles de Samanko et les décideurs des différentes zones hydro-agricoles à prendre des dispositions pour la bonne pratique de l'agroécologie. Le thème de la rencontre, les enjeux et défis liés au développement de l'agroécologie pour la résilience des femmes rurales face au changement climatique. Le message que j'ai à l'endroit de ces femmes, c'est pour leur dire que vraiment ils occupent une très grande place dans le développement de ce pays. Donc il faut qu'ils restent toujours, continuer à rester soudés, de continuer surtout le thème qu'ils ont choisi cette année, l'agroécologie, vraiment qu'ils s'organisent pour promouvoir l'agroécologie pour le bonheur de toute la population malienne et surtout pour nos enfants. La Fédération nationale des associations des femmes rurales du Mali a pour mission de renforcer les capacités et les moyens d'action de leurs membres pour leur participation effective aux prises de décision les concernant. Ouverture des travaux du 10e congrès de la Société malienne de santé publique. Les professionnels de santé échangent autour du thème « La santé publique au service du développement durable en Afrique ». La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à l'École de maintien de la paix à Aline Blondimbeya. Les précisions de Awadisma Kamara. Sans santé, il n'y a ni éducation efficace, ni économie productive, ni société résiliente. Et ce message de la ministre de la Santé est clair. La santé publique est bien plus qu'un enjeu médical. Elle est le socle du développement durable. Et c'est justement autour de cette vision que se tient cette grande rencontre scientifique placée sous le thème « Santé publique au service du développement durable en Afrique ». Le thème, qui est hautement inspirant, résonne avec force dans notre engagement collectif et pour bâtir des systèmes de santé résilients, équitables et centrés sur les besoins des populations. Ce congrès intervient à un moment critique où l'Afrique et le Mali en particulier redoublent d'efforts pour concrétiser les objectifs de développement durable, notamment l'ODD 3. Dans un contexte marqué par des défis climatiques, des inégalités sociales, les transitions démographiques, épidémiologiques et nutritionnelles et les crises sanitaires récurrentes, l'Afrique ne peut se permettre de dissocier santé et développement. La santé publique doit être pensée comme un levier stratégique pour 1. Réduire les vulnérabilités structurelles. Pendant 3 jours, chercheurs, professionnels de santé, étudiants et décideurs venus du Mali et d'ailleurs vont échanger autour d'une centaine de communications reparties en plusieurs sous-thèmes, à savoir la santé publique, l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans un contexte de crise, le changement climatique, le concept One Health qui veut dire une seule santé. Des thématiques qui cadrent bien avec les orientations politiques des autorités maliennes en matière de santé. Et c'est pourquoi d'ailleurs des réformes sont entreprises pour renforcer les capacités du système sanitaire et améliorer la prévention. Ce congrès de la SOMASAP est donc un espace de rencontre entre spécialistes de la santé publique dans toutes les dimensions. Il est également une étape vers une vision partagée, vers des engagements concrets et vers une mobilisation collective. Ces rendez-vous scientifiques qui réunissent les intelligences les plus vives de notre pays et d'ailleurs incarnent une conviction que nous partageons tous, celle que la recherche et la formation ne constituent pas un luxe, mais les leviers essentiels de l'émergence économique, du développement durable, de la souveraineté intellectuelle et de la résilience des systèmes que nous construisons. Et pour joindre la théorie à la pratique, les officiels ont pu apprécier quelques prouesses des universitaires scientifiques du Mali et d'ailleurs. Les ministres sont invités à plus d'engagement pour booster la recherche. Mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, on en reparle avec les œuvres sociales du président de la transition. Ce matin, le conseiller spécial Agibou Damilé était à la rencontre des démunis des communes 5 et 6 du district de Bamako. Il a offert à 4 ménages des vivres composés de riz, de mil, de pâtes alimentaires et d'huile. Tchemoko Konati.
2 distributions pour un objectif commun, l'assistance des couches démunies. La personne dont le cas a le plus retenu l'attention du conseiller spécial du président de la transition est une nommée Maïmouna Sanogo, domiciliée à Torokorobogo en commune 5 du district de Bamako. Depuis 2 ans, elle a été victime d'amputation de ses membres supérieurs par son époux. Au cours de cette opération, au total, 200 familles à faible revenu en commune 5 reçoivent chacune un sac de 50 kg de riz et de mil, un paquet de pâtes alimentaires et 20 litres d'huile. Nous remercions les présidents de la transition. Depuis qu'ils sont venus, nous sommes impliqués dans toutes les choses. Dans le cadre de recrutement, tout ce qu'ils font, on nous fait associer. Donc ça, c'est un atout pour eux. Cette action sociale vient rappeler les valeurs de partage, de justice sociale et de fraternité qui sont au cœur de nos traditions et de notre vivre ensemble. Elle est un témoignage de la volonté du chef de l'État de ne laisser aucun Malien en marge du développement national. Geste similaire au service du développement social et de l'économie solidaire de la commune 6. Là aussi, les œuvres sociales du président de la transition gratifient des 100 ménages nécessiteux. Nous saluons la démarche du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, qui, à travers ses œuvres sociales, montre que la solidarité est une responsabilité partagée au-delà des rôles habituels de chacun. Tout le monde ne peut pas aider tout le monde en même temps, mais chacun peut aider. Il faudrait que la solidarité soit à tous les niveaux. À tous les niveaux, ceux qui bénéficient de ces kits-là doivent penser aussi aux voisins qui n'ont pas reçu et qui ont faim. Appeler les gens aussi à la solidarité, que ceux qui ont beaucoup de moyens imitent le président de la transition afin de transmettre la solidarité malienne à tout le monde pour que les gens puissent vivre dans des conditions dignes. Des actions qui, selon le conseiller spécial en charge des œuvres sociales, vont s'intensifier pour témoigner davantage de la solidarité du général Assimi Goïta. Actualité des FAMA, les forces armées maliennes ont mené des opérations avec succès dans les régions de Tombouctou et Ségou. Plusieurs terroristes ont été neutralisés et des armes de guerre saisies, suivant le commentaire de Abdoulaye Sakou. L'état-major général des armées porte à la connaissance de l'opinion le bilan des opérations du 13 octobre 2025. Commençons d'abord par la région de Tombouctou. Dans la matinée, une mission de surveillance du territoire a permis de débusquer un véhicule pick-up des groupes armés terroristes chargé de fûts de carburant et de munitions qu'ils essayaient de cacher sous des arbres au sud-est de Ber. Le véhicule a été ciblé et frappé avec succès. Dans l'après-midi, une patrouille des FAMA a mené une opération offensive à Léré. Plusieurs terroristes neutralisés, des armes et munitions récupérées. Dans la région de Ségou, les FAMA en poste à Béouani ont effectué une reconnaissance offensive avec succès sur Baléouéré et Balépont, tous situés au nord-ouest de Dougabougou, cercle de Nyono. L'opération a permis la neutralisation d'une vingtaine de terroristes et la récupération de plusieurs armes, des équipements et matériels de guerre. L'état-major général des armées rassure la population du plein engagement des FAMA à lutter contre les terroristes sur l'ensemble du territoire. Direction à présent les États-Unis où les réunions annuelles 2025 du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale se tiennent à Washington du 13 au 18 octobre. Présente à Washington, la délégation malienne conduite par le ministre de l'économie et des finances, M. Alousséni Sanou, où œuvre à faire valoir les priorités du Mali dans les discussions internationales sur la stabilité macroéconomique, la résilience financière et la coopération pour le développement. De Washington, le compte-rendu du S. Les réunions annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale constituent un rendez-vous majeur du calendrier économique mondial. Elles se tiennent chaque automne autour de l'Assemblée des gouverneurs de ces institutions, ministres des Finances et gouverneurs de banques centrales afin de débattre des grandes orientations économiques et des priorités de développement à l'échelle internationale. Ces rencontres rassemblent également des représentants des pays membres, des experts universitaires, acteurs du secteur privé et des organisations de la société civile dans le but de débattre des grandes questions économiques mondiales allant de la stabilité financière
au financement du développement. Le Mali est représenté cette année par une forte délégation conduite par le ministre de l'Économie et des Finances qui a multiplié les rencontres dès la première journée des travaux. Le décor a été planté ce lundi matin par une séance de travail entre la délégation malienne et l'équipe pays du Fonds monétaire international. Pendant plus d'une heure, les échanges ont porté sur les perspectives macroéconomiques, la stabilité financière, le développement, l'efficacité de l'aide, les réformes économiques et politiques monétaires, ainsi que plusieurs questions sectorielles prioritaires pour notre pays. Un aspect essentiel de ces réunions annuelles réside dans les rencontres bilatérales entre les représentants des États et les administrateurs des institutions de Bretton Woods. Ces échanges offrent une opportunité d'influence, de plaidoyer et de positionnement politique pour chaque pays membre. Dans ce cadre, le ministre Sanou a eu des entretiens de haut niveau avec plusieurs administrateurs, notamment ceux du Royaume-Uni, du Japon, de l'Allemagne, avec l'administrateur du groupe Afrique de la Banque mondiale ainsi qu'avec celui du FMI. Tous ont reconnu les performances du Mali dans l'économie, notamment la solidité des indicateurs macroéconomiques et le respect des engagements par le Mali dans le cadre de la facilité rapide de crédit. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Mamadougo a pris les rênes du 10e groupement d'incendie et de secours de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. Créé en février 2024 par décret présidentiel et basé à Bobo-Dioulasso, ce groupement est désormais opérationnel. Le compte-rendu de la cérémonie de prise de commandement avec Hassan Gourabou et Sayouba Mamboni. Pour le bien du service. Ainsi, le lieutenant-colonel Mamadougo préside désormais à la destinée du 2e groupement d'incendie et de secours, un maillon important de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers BNSP, un groupement qui a pour principale mission d'assurer l'administration et le commandement des compagnies d'incendie et de secours implantées dans sa zone d'intervention. Dans un contexte de défi sécuritaire, le tout premier commandant du GIS est conscient de l'immensité de sa tâche. Je mesure la portée des responsabilités qui sont désormais les miennes et je me battrai corps et âme pour accomplir cette mission. Je m'attacherai à assumer cette responsabilité avec dévouement, rigueur et toute la responsabilité qu'elle exige. Si l'exercice du commandement peut être souvent perçu comme un signe du destin, dans la mesure où l'on ne choisit ni d'être chef, ni ses subordonnés, encore moins ses collaborateurs, il impose cependant à celui qui l'assume des valeurs fondamentales telles que l'exemplarité, la probité, l'équité, le sens du devoir, de l'engagement et bien sûr le patriotisme. Conscient de ces exigences, je m'efforcerai d'incarner ces valeurs au quotidien et de bâtir une équipe soudée, compétente et engagée avec l'ensemble du personnel du groupement afin d'atteindre les objectifs qui nous seront assignés. La mise en place des groupements d'incendie et de secours reflète la volonté d'optimiser l'efficacité du commandement au sein de la BNSP, d'où la nécessité de réunir toutes les capacités pour réussir la mission. Nous formons désormais le 2e groupement d'incendie et de secours. En ma qualité de premier responsable, je vous invite dès à présent à cultiver l'esprit du corps qui caractérise toute unité militaire et qui demeure indispensable à la vie collective. Le sentiment d'appartenance à un même corps, uni par une tradition et un écusson, doit être pour chacun de nous une source de fierté. Comme dernier acte de cette cérémonie, le lieutenant-colonel reçoit les félicitations des autorités administratives, civiles et militaires. Le 2e groupement d'incendie et de secours se compose de 3 unités implantées dans 3 régions administratives que sont les compagnies d'incendie et de secours de Bobo-Dioulasso, Banfora et Gawa. Direction le Niger où s'est tenue hier la cérémonie de sortie de quelques 369 repentis du centre de Hamdalaï. C'était sous la présidence du gouverneur de la région de Tillabéri. Les récipiendaires ont reçu chacun un kit d'accompagnement leur permettant une meilleure réinsertion dans le tissu social. Compte rendu Awa Ali et Abdourahman Mazou. Accueilli à l'aéroport international de Zender par le secrétaire général adjoint de la région Murtala Ibrahim ainsi que les autorités administratives et coutumières, le général de division Moussa Salaou Barmo a passé à revue 2 détachements des forces armées nigériennes qui lui rendaient les honneurs.
Ensuite, la délégation a mis cap sur le centre d'instruction des Zender où il a présidé la grande cérémonie solennelle de présentation au drapeau. En présence du chef d'état-major de l'armée de terre adjoint, le général de brigade Abdraman Abouzataka et le colonel-major Mohamed Alamin Abdou, le commandant des organismes de formation des forces armées nigériennes Kofan adjoint. La première, dite d'initiation qui a constitué à accoutumer ces jeunes recrues à la vie militaire. La deuxième, quant à elle, a été essentiellement consacrée à l'instruction militaire, technique et à l'entraînement physique, militaire et sportif. Enfin, la troisième, qui a clôturé leur formation par une restitution des connaissances acquises tout le long de leur séjour. S'en est suivi le moment tant attendu qui est la présentation au drapeau national de 1941 nouveaux soldats issus des différentes régions de notre pays par le chef d'état-major des armées, le général de division Moussa Salou Barmou, qui a exprimé sa gratitude au nom des plus hautes autorités de ce pays, au premier chef, le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, son excellence le général d'armée Abdraman Chani. Ces recrues viennent renforcer les rangs d'une armée engagée sur plusieurs fronts, où nos vaillants soldats font preuve de bravoure et de résilience dans des conditions souvent ardues, afin de garantir la paix et la sécurité à nos concitoyens. Je tiens à saluer le professionnalisme et l'engagement du chef de corps, des instructeurs et de tout le personnel du centre d'instruction de Harouza. Cette cérémonie de présentation au drapeau national de la deuxième vague du contingent 2024 a été sanctionnée par le port des galons aux deuxième classe Abdul Rachid Maaz Ali, de la remise des prix aux meilleurs jeunes recrues qui se sont distingués par les personnalités présentes, de la démonstration du combat des arts martiaux et le démontage des armes à feu, suivi d'un grand défilé de 14 compagnies d'instruction. Parlons à présent de la rencontre inaugurale de la mission de supervision de la révision annuelle des listes électorales au niveau des communes du district de Bamako. Cette mission, initiée par le collège de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE, débute demain mercredi et c'est jusqu'au 27 octobre prochain. En prélude au démarrage de l'opération, le collège de l'EGE a rencontré les coordinateurs des communes du district de Bamako et sollicite leur implication pour la parfaite réussite de l'opération. Les détails de la rencontre avec Aridou Matina. Les coordinations des communes et du district de Bamako de l'autorité indépendante de gestion des élections EGE, réunies à la faveur de la rencontre précurseur du démarrage de la mission de supervision de la révision annuelle des listes électorales. Cette rencontre est initiée par le collège de l'EGE, occasion pour la coordination du district de Bamako de rassurer et de retirer sa disponibilité pour la réussite de la mission de supervision. Au nom des coordinations des communes du district, je peux vous rassurer que nous ne ménagerons aucun effort pour accomplir comme il convient les missions à nous confier en vue d'atteindre les résultats escomptés. Toutes les dispositions utiles seront prises pour la réussite de cette activité. Conformément au cadre juridique, l'EGE assure à travers les coordinations de l'intérieur comme de l'extérieur la supervision et le suivi du déroulement des travaux des commissions administratives. Ainsi, cette rencontre précurseur va permettre de baliser le programme de visite de l'ensemble des commissions administratives des communes du district de Bamako par la mission du collège à partir de ce mercredi jusqu'au 27 octobre prochain. La mission vise à s'assurer du bon déroulement des opérations de révision annuelle des listes électorales, tout en ayant un œil vigilant sur l'effectivité des commissions administratives, la disponibilité des supports de la RAL, la disponibilité, la fonctionnalité et la maîtrise du kit d'inscription. Elle sera également attentive à toute insuffisance de nature juridique, matérielle ou logistique susceptible d'entacher la qualité des travaux. Du début à maintenant, les travaux se déroulent normalement et nous nous réjouissons de cette initiative
des missions d'observation, de supervision de la part de l'EJ, et nous serons aussi attentifs aux observations et aux suggestions qui nous seront faites dans le but d'améliorer les travaux des différentes commissions. Il est à noter que ces partenariats se déclinent dans le respect des prérogatives légales des natures électorales assignées au collège de l'EJ, y compris au regard de la révision des listes électorales, qu'elles soient annuelles ou exceptionnelles. La cellule d'appui à l'emploi et à la formation professionnelle des diplômés en langue arabe a ouvert une session à l'intention des diplômés en langue arabe au centre de perfectionnement et de reconversion. Cette session de formation vise à renforcer les capacités des participants dans l'élaboration, la planification et la mise en œuvre de projets. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle. Reportage Ibrahim Kaoukounate et Sambou Diakité. Cette session de formation des arabophones a pour objectif de doter 25 jeunes diplômés en langue arabe de compétences techniques leur permettant de concevoir, planifier, monter et gérer efficacement leurs projets. Ce n'est plus une question d'employabilité, trouver des emplois aux arabophones, mais plutôt les apprendre à être eux-mêmes chefs d'entreprise, à créer leur propre initiative et aussi travailler pour leur propre compte. C'est l'occasion pour moi de remercier très sincèrement les hautes autorités qui n'ont vraiment ménagé aucun effort pour la création de ce service. Cette initiative du département de l'emploi s'inscrit dans une démarche de valorisation des compétences linguistiques et techniques. Grâce à la volonté affirmée de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, la cellule d'appui à l'emploi et à la formation professionnelle des diplômés et formés en langue arabe a été créée. Cette initiative traduit la ferme volonté des autorités de prendre en compte des besoins spécifiques des arabophones en matière d'emploi et de formation professionnelle. À l'issue de cette formation, vous serez mieux préparés à affronter les réalités du marché du travail en initiant vous-même des projets viables, durables et créateurs de valeur. Je vous invite donc, chers participants, à suivre cette formation avec assiduité. Ces 4 jours de formation permettront aux arabophones de pouvoir monter leur propre plan d'affaires. À l'horizon 2026-2027, le ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social veut clarifier ses priorités et renforcer l'efficacité de ses actions. C'est dans cette dynamique qu'un atelier stratégique s'est ouvert autour de la validation du programme d'activité du département et du recentrage des missions de la Direction nationale de la fonction publique et du personnel. 3 jours d'échange pour harmoniser les efforts et mieux atteindre les résultats escomptés. La rencontre s'est déroulée à Banamoroni, nous dit Moussa Kamara et Alou Bekouni. Le cap est fixé, la feuille de route est en train de se dessiner. Au cœur de cette rencontre, des priorités majeures. D'abord, valider le programme d'activité du ministère du Travail et de la fonction publique pour la période 2026-2027. Ensuite, revoir en profondeur les missions de la Direction nationale de la fonction publique et du personnel. Première du genre, la première rencontre révèle pour nous tous une triple signification. D'abord, elle ambitionne d'aboutir à une vision partagée des objectifs assignés à notre département. Elle vise, en deuxième lieu, à responsabiliser chacun de nous au niveau où il se trouve pour l'atteinte des résultats assignés à notre département. Pendant 3 jours, une soixantaine de cadres se penchent sur le recentrage des missions de la Direction nationale de la fonction publique et du personnel, conformément au 79e point des recommandations issues de la conférence sociale dans le domaine du travail. Depuis la nomination des premiers directeurs des ressources humaines, la fonction publique doit en principe avoir une autre façon de faire, une autre mission plus stratégique pour qu'afin
que les directions des ressources humaines qui ont été créées et qui sont actuellement en pleine activité aient d'autres missions à faire que la transmission des documents à la Direction nationale de la fonction publique, qui doit avoir une mission plus stratégique. Au terme de cet atelier, un document stratégique devrait formaliser les engagements et les priorités retenues. En ligne du mire, une fonction publique plus performante, plus responsable et résolument tournée vers les besoins du pays. Les acteurs de l'environnement sont réunis à la faveur de l'atelier de validation de certains livrables. Cette rencontre de 3 jours vise à présenter les contenus techniques des livrables aux parties prenantes, recueillir les observations, commentaires et suggestions pour l'amélioration des livrables. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de restauration des terres dégradées. La cérémonie d'ouverture était présidée par le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Compte rendu Djemba Moussa Konati. Le système intégré de mesures de rapportage et de vérification MRV du Mali se veut une plateforme intégrée capable de collecter, centraliser, analyser et diffuser les données relatives aux émissions de gaz à effet de serre. Ce système renforce aussi les actions d'atténuation et d'adaptation. Cet atelier vise à valider les livrables L2, L4, L6 et L7 dans le cadre du développement et la mise en place d'un système MRV intégré de la CDN du Mali. La validation de ces documents devra permettre de consolider les bases du décret national instituant le MRV intégré de la CDN, contribution déterminée au niveau national. Elle porte sur 4 documents techniques essentiels. Le livrable 2 qui détaille l'architecture fonctionnelle, les spécifications matérielles et logicielles, ainsi que les modalités d'interopérabilité des plateformes. Le livrable 4 qui atteste de la conformité et de la fiabilité des modules développés. Le livrable 6 qui consigne la performance technique et opérationnelle de la plateforme. Le livrable 7 qui définit les règles de communication, de mécanismes de sécurité et les engagements institutionnels relatifs à la gestion des flux de données. Selon le ministre, la mise en place de l'approche MRV traduit la volonté du gouvernement de placer la transparence climatique au cœur de la gouvernance publique et de l'action environnementale. Ce dispositif assurera une traçabilité complète des données, une sécurisation accrue des échanges et une production automatisée de rapports conformes aux exigences de la CNUC. Cet atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de restauration des terres dégradées. Ce projet, qui prendra fin en 2030, vise à accroître l'adoption de pratiques intelligentes de restauration des terres par rapport au climat et l'accès aux opportunités de revenus. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la fille dans la cité des Balanzans, Plan Mali a placé 2 jeunes filles à des postes de responsabilité dans la ville de Ségou. Cette assimilation est une manière pour Plan Mali de susciter l'engouement d'occuper les postes de responsabilité chez les filles et femmes. Il s'agit aussi de faire la promotion de la représentativité féminine à des postes de prise de décision. Reportage Honoré Tchenou et Bakary Traoré. Pour célébrer la Journée internationale de la fille, Plan Mali place 2 filles à des postes de responsabilité pour la seule journée. Une activité qui permet de promouvoir la représentativité des filles et des femmes dans des instances de décision. Mademoiselle Dida Traoré occupe ainsi le poste de DECAP de Ségou. Aujourd'hui est une journée symbolique de montrer aux jeunes filles que tout ce qu'un homme peut faire, la jeune fille, elle aussi, elle est capable de le faire aussi. Je suis très heureuse. Parce qu'un jour, moi aussi, je peux être le directeur du centre d'animation pédagogique. Quels que soient les postes de responsabilité, la jeune fille, elle aussi, elle peut occuper. Au bureau régional de Plan Mali, Kaya Tamboura assure le poste de chef de bureau. Moi, je suis très contente d'être nommée chef de bureau de Plan International Mali. J'invite toutes les jeunes filles à beaucoup travailler et se faire confiance. Il faut être bien instruite pour intégrer ces postes-là. En leur confiant des rôles de responsabilité, même de manière symbolique, nous pensons pouvoir montrer aux autres
qu'avec de l'effort, nous pouvons valoriser le leadership féminin. Nous travaillons un peu sur toutes les composantes d'éducation, en termes d'accès, de qualité et même de gouvernance, avec la formation des comités de gestion scolaire. Nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités éducatives, un peu dans toutes les composantes de l'éducation. D'autres activités sont au programme de cette célébration, notamment une conférence débat sur le mariage précoce de la jeune fille. À retrouver désormais dans vos kiosques le livre intitulé Le Wassoulou, un ouvrage du professeur Lansina Sidibé, natif du Wassoulou. Dans cette œuvre, l'auteur parle des richesses, l'abondance et les potentiels exploitables dont regorge le Wassoulou. Il met en lumière l'intégration des peuples et des États incarnés par les terroirs, les activités telles l'élevage, l'agriculture et les riches patrimoines culturels, notamment la musique, sont également évoqués. Un véritable voyage dans le monde d'un Wassoulouké à lire absolument. Et cette autre parution à retrouver dans les librairies vers une didactique intégrée du bilinguisme au Mali quand le tamashek facilite l'apprentissage du français. Son auteur est Alou Ag Agouzoum. Cet ouvrage propose une bigrammaire tamashek français pensée pour les écoles à curriculum bilingue du Mali. Il s'attaque aux difficultés majeures que rencontrent les élèves tamashek dans l'apprentissage du français en s'appuyant sur leur langue première, le tamashek, à travers une approche contrastive, progressive et contextualisée. L'auteur développe une méthodologie permettant d'enseigner les structures grammaticales des deux langues de manière parallèle en exploitant leurs convergences et en anticipant leurs divergences. Appuyé sur des fiches pédagogiques type, l'ouvrage fournit des outils concrets aux enseignants et aux concepteurs de manuels pour construire une grammaire scolaire bilingue adaptée aux réalités bilinguistiques des apprenants. Il constitue une contribution novatrice à la didactique du bilinguisme en rupture avec les approches monolingues ou calquées sur le seul modèle du français. Les atteintes au bien public se multiplient souvent dans l'indifférence générale. La section 5 du Code pénal du Mali sanctionne pourtant sévèrement ces crimes. Loin d'être anodins, ces actes représentent un coût élevé pour l'État et donc pour chaque citoyen. Ils sapent la confiance dans les institutions et fragilisent le lien social. Qui sont les auteurs de ces délits? Quels biens sont concernés? Enquête sur une réalité trop souvent banalisée dans la chronique judiciaire avec Garibou Peru et Adama Kamara. Chaque année, des milliards de francs CFA échappent au contrôle de l'État dans l'opacité la plus totale. C'est l'intérêt général qui en paye les prix, victime d'une indifférence croissante et d'un manque de vigilance systémique. Res publica non est privata. La chose publique n'est pas une affaire privée. Voler l'État, c'est trahir deux fois. Trahir la loi, trahir le peuple. La criminalité d'agents publics est une double infraction juridique et morale. Derrière ces atteintes répétées au patrimoine collectif, des responsabilités bien réelles se dessinent et avec elles des silences parfois complices, souvent coupables. L'article 102 qui dit constitue le crime de faux, toute altération de la vérité de nature à porter préjudice à autrui est commise dans un écrit avec intention coupable, soit en dénaturant la substance ou les circonstances de l'acte, soit en écrivant les conventions autres que celles tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas, soit par fabrication de tout ou partie d'un document, etc., etc. La gestion des biens publics censée incarner la rigueur et la transparence révèle trop souvent une face sombre, celle des abus du pouvoir, du laxisme administratif ou du cynisme politique. L'article 106 ont le caractère de bien public. Les biens appartenant aux institutions et organismes suivants, l'État et les collectivités publiques, les sociétés et entreprises d'État, les établissements publics, les organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations des 10 organismes, les associations reconnues d'utilité publique, les organismes à caractère industriel ou commercial,
dont l'État ou d'autres collectivités publiques détiennent une fraction du capital, etc., etc. Le code pénal est pourtant clair. Tout fonctionnaire civil ou militaire, tout agent de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics est tenu de préserver les ressources qui lui sont confiées. Porter atteinte au bien public, c'est trahir un pacte social. Lorsque le montant du préjudice est inférieur à 2 millions de francs, la peine sera de 1 à 5 ans d'emprisonnement. Lorsque le montant du préjudice est égal à 10 millions, mais inférieur à 20 millions de francs CFA, la peine sera de 5 à 10 ans de réclusion. Lorsque le montant du préjudice est égal ou supérieur à 20 millions de francs CFA, mais inférieur à 50 millions de francs CFA, la peine sera de 20 ans de réclusion. Lorsque le montant du préjudice est supérieur à 50 millions de francs CFA, la peine sera la réclusion à perpétuité. Dans les cas prévus par les mêmes alinéas, il sera toujours prononcé contre les condamnés une amende allant de 20 000 à 500 000 francs CFA. L'interdiction de séjour de 2 à 20 ans pourra être prononcée dans les cas prévus. Face à cette lente dégradation de notre patrimoine commun, trop nombreux sont ceux qui détournent les regards. Il est pourtant bon de rappeler que les biens publics ne sont la propriété de personne. Ils appartiennent à tous et les défendre, c'est protéger notre avenir collectif. Voilà, c'est ce qui met un terme à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, s'il plaît à Dieu.